Bonjour à tous. Bon 18 décembre, bonne fin de session à tous les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond. Je serai votre animatrice pour cette dernière émission de la session avant les vacances. Et pour terminer la saison, je suis une fois de plus vraiment bien accompagnée aujourd'hui avec de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui, malgré les circonstances difficiles, ont décidé de tenter l'expérience de la radio avec nous cette session. Et on est très, très contents, en fait, qu'ils aient tous choisi de venir avec nous cette session-ci. Donc, pour ouvrir l'émission avec moi, on va accueillir un nouveau chroniqueur, Alexandre Fasseur, qui va nous parler du Tour de France. Allô, Alexandre. Bonjour. Et elles sont également présentement à l'extérieur du studio. Elles vont nous rejoindre un peu plus tard. On va avoir Véronique Lacroix qui fait une chronique sur les lettres d'Amarna. Et pour clore l'émission, une chronique de Joanie Daigneault qui va traiter du phénomène méconnu de l'histoire de Montréal, donc soit les voleurs de cadavres. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie d'Eliott Boulat. Allô, Eliott. Petit problème micro. Bonjour Chloé. Donc, on va commencer, en fait, sans plus tarder avec notre première chronique. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de la politisation du Tour de France. Alors oui, politique et Tour de France, c'est un peu comme si on voulait parler de une tempête de neige en plein milieu du Sahara. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître improbable, mais c'est possible. Et quand on entend parler Tour de France, on pourrait penser à maillot jaune et même dopage. Eh ben non, on peut entendre aussi parler politique, idéologie, guerre froide, on peut tout mettre avec le Tour de France. Alors, si vous voulez, la politisation du Tour de France peut se dérouler sur 5 grandes étapes. OK. Alors, tout d'abord, il y a une première partie qui commence en 1919, juste après la Première Guerre mondiale, et qui va jusqu'en 1930. Est-ce que c'est le premier Tour de France en 1919? Non, le premier Tour de France, c'est 1903. OK. Organisé par le journal L'Auto, journal sportif, et organisé par Henri Desgranges. Donc, première politisation entre 1919 et 1930. Politisation plutôt locale. Juste après la Première Guerre mondiale, les Français se réfugient beaucoup au niveau local. On veut à tout prix que ce soit le petit coureur du coin qui gagne. Il y a des exemples de tricherie, beaucoup. On essaye de bloquer le coureur. La tricherie de la part, en fait, des spectateurs, de ceux qui participent pas. Ah bah, de toute façon, il y en a eu des deux côtés de la triche, des coureurs et puis des spectateurs. Mais là, les spectateurs faisaient en sorte de bloquer les autres pour que ce soit le petit de la région qui gagne. Et ça a été relié par les journaux régionaux. Il y avait beaucoup de luttes régionales à cette époque. Et voyant ça et l'omniprésence des marques sur la route du Tour, le directeur du Tour, Henri Desgranges, a décidé de changer et d'instaurer les équipes nationales à partir de 1930. Donc les équipes, c'était une équipe de France, une équipe d'Allemagne, une équipe d'Espagne, une équipe de Belgique, etc. Et est-ce qu'avant ça, on avait quand même des coureurs qui étaient pas français? Ah oui, ça oui. Jusqu'en 1914, il y avait... c'était des Français ou des francophones ou des gens qui étaient vraiment installés en France. Oui. Après la Première Guerre mondiale, on voit des Italiens, on voit vraiment des Flamands arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les équipes nationales ont été instaurées aussi, parce que les Français ne gagnaient plus le Tour de France. C'était surtout des Italiens qui gagnaient. Et généralement, on essaye de trafiquer le règlement pour qu'on gagne. Ça, c'est bien connu, les Français, bon. Et à partir de 1930, justement, avec les équipes nationales, il y a une nouvelle politisation qui apparaît. C'est une politisation que j'appellerais nationaliste. Et cette politisation nationaliste dure jusqu'à peu près la fin des années 50. Là, avec les équipes nationales, on voit dans les journaux notamment, les journaux politiques, les journaux de droite, les journaux de gauche, l'arrivée de stéréotypes sur les Belges, sur les Allemands, voilà, je me souviens dans un exemple d'article, on parlait des Allemands comme des coureurs au casque à pointe. OK. Donc, on reste dans les stéréotypes. Voilà, dans les gros stéréotypes. Et finalement, les équipes nationales ont été acceptées de manière assez contrastée, puisque à gauche, la SFIO, le Parti socialiste, était contre l'idée des équipes nationales. Oui. Ils avaient une autre vision du cyclisme, une autre vision du Tour de France. Ils voulaient une course vraiment adaptée aux préoccupations humaines
et non à l'argent, tout ça. Ils voulaient plus de soins pour les coureurs, plus d'argent, plus de jours de repos, etc. Et à droite, c'était le discours complètement contraire. Il y avait vraiment une utilisation de l'argent à outrance, le culte de l'effort et surtout une idée de nationalisme absolument exceptionnelle. Dans un éditorial du Figaro, il y a carrément le journaliste qui exprime le Tour de France en disant que le Tour de France c'est la victoire de la France, de la grande France, de la belle France, des idées françaises, ainsi de suite. Et il explique même que c'est dommage justement que le Tour de France ne fasse pas le tour de la grande France, entre guillemets le tour des colonies. Oh, ok. Donc là, il y a toutes les idées droite, Troisième République. Là, on est gâtés, mais alors il y a tout ce qu'il faut. Mais parce qu'il faut être en forme aussi, là, pour. Oh bah vous savez, il y a ce qu'il faut, hein, une petite piqûre et puis tout le monde peut y arriver. Donc, et à partir de là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et à la Deuxième Guerre mondiale, le Tour de France s'arrête évidemment. Mais les Allemands essayent de récupérer cette idée de Tour de France. Pendant l'occupation, en ce moment. Pendant l'occupation, pour bien se faire voir. Donc ils essayent par tous les moyens de réorganiser le Tour de France. Le journal organisateur L'Auto ne veut pas, par souci patriotique. Donc, et il y a un journal qui s'appelle La France Socialiste, un journal collaborationniste, qui reprend l'idée d'un nouveau Tour de France en 1942. Donc ce sera le Circuit de France, une petite épreuve d'une semaine, mais qui sera une catastrophe, une catastrophe complète. Le Tour de France, on préfère l'original à la copie, forcément. Et là, c'était vraiment une catastrophe. Et il a fallu attendre 1947 pour une réorganisation du Tour. Et là, que normalement, les Français, ils apprécient beaucoup le Tour de France. Ah oui. Mais là, c'est trop allemand, trop de soldats allemands, trop. Puis là, 42, on arrive à un moment de bascule. Notamment au niveau du régime de Vichy, dans la population, etc. Ce qui fait que, voilà, c'est pas passé comme ce que les Allemands auraient voulu. Ils veulent que ça reste français, au final. Le Tour de France, c'est la France, c'est pas l'Allemagne. Exactement. Donc, et à partir en 1947, on pose la question d'un nouveau Tour de France, de la réorganisation du Tour de France. Et là, il y a quelque chose de très important qui se passe, on pose la question de la nationalisation du Tour de France. Et si on nationalisait le Tour, c'est-à-dire il y a eu une lutte en 1946 entre les journaux communistes, donc l'Humanité et Miroir Sport, et les journaux gaullistes, emmenés par le Parisien Libéré et le journal L'Équipe, donc le successeur du journal L'Auto. Et les deux voulaient récupérer le Tour. Donc les communistes avaient avait l'avantage d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, pas la majorité, mais était le premier parti de France, avec environ entre 25 et 30% des voix. Ils avaient une situation de presse déjà bien établie. Donc ils ont organisé, durant l'été 1946, la Ronde de France, un mini-tour de France, parce qu'il y avait des restrictions à l'époque, c'était compliqué, il y avait encore les rationnements, les tickets de rationnement, le moral des Français était au plus bas, tout ça, bon c'était compliqué. On pouvait pas faire de course de plus de 5 jours. Donc c'était un mini Tour de France. Il y a eu ça a été un mini succès, mini échec. Et à côté, il y a eu un mini Tour de France aussi organisé par le journal Le Parisien Libéré, soutenu par les gaullistes, qui avait, ça s'appelait Monaco-Paris, et qui a été plutôt un bon succès. À l'arrivée au Parc des Princes, c'était plein, et là, l'esprit Tour de France était revenu. On s'est rendu compte que le Tour de France était le patrimoine national, déjà en 1946, et qu'il fallait réorganiser un grand Tour de France au plus vite. Et les débats ont eu lieu pendant tout l'hiver 46-47, jusqu'à un moment donné, où c'est le gouvernement qui a tranché, et ça aurait été le journal L'Équipe qui organisera le Tour 47, et pas les communistes. Aussi parce que la guerre froide arrive, vaut mieux pas donner trop de grains à moudre, pas trop de grains à moudre aux communistes, et du coup on préfère mettre l'argent avec ceux qui étaient proches du gouvernement, proches du pouvoir, pour pouvoir être tranquille et pas avoir de problème. Est-ce que le gouvernement à ce moment-là finance aussi en partie le Tour ou... Alors, le gouvernement n'a jamais financé le Tour. Ok. Directement. C'est surtout les mairies qui financent le Tour, et tout ce qui est caravane publicitaire. Ok, oui. Donc tout ce qui est publicité, marque, sponsoring, etc. C'est surtout ça c'est là d'où vient
les principaux revenus de la course. Et à partir de là jusqu'en 1950, jusqu'en 1950-60, il y a une politisation qui devient économique. Donc on essaye, un anti-américanisme primaire qui apparaît, on essaye d'éviter les Américains, faire en sorte que ça bloque, et de l'autre côté, il y a l'arrivée des coureurs, des coureurs de l'Est, premier sport professionnel qui admet, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques c'est théoriquement amateur. Là, les premiers professionnels qui arrivent sur le terrain, si j'ose dire, et les premiers les premiers communistes, les premiers coureurs de l'Est arrivent dans le petit Tour de France qui s'appelle le Tour de l'Avenir, la course des jeunes. Ok. Et on se rend compte, je pense que aussi c'est pour ça que les organisateurs du Tour n'ont jamais voulu les inviter au niveau au-dessus, parce qu'ils raflaient tout. Donc même ils ont été invités sur d'autres courses amateurs, les soviétiques étaient très forts, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu évoluer. Et à côté de ça, pendant les années 1960-1970, de l'autre côté du mur de fer, il y a eu la création de la course de la paix, un mini Tour de France soviétique. Donc ça passait par tous les pays dans tous les pays du pacte de Varsovie. Oui. Et pendant toute l'épreuve, on essayait les soviétiques et les communistes de France, à travers l'humanité, essayaient de faire passer la course comme le Tour de France communiste. Et ça fonctionnait bien, en fait? Les gens participaient? Là-bas, c'était un succès monumental. C'est bizarre, il y a la course de paix, il n'y a jamais eu de tour d'Union soviétique. Ça n'a jamais réussi. Il y a eu des essais, mais pas concluants. Et là, finalement, ça continue, la politisation continue économique, et puis les coureurs de l'Est sont peu à peu arrivés, ce qui a provoqué des problèmes entre la France et les États-Unis. Et à partir des années 80, on arrive vers une politisation qui est plus patrimoniale. Les monuments, le territoire, le paysage. Le tourisme peut-être, montrer le paysage aussi, grâce au progrès de la télévision, faut dire. Oui. Maintenant, à partir des années 80, on faisait les étapes en direct. On donne plus de moyens aux hélicoptères, on peut voir plus de paysages. Et ça aussi arrive à un certain moment où les Français sont un peu dans le creux de la vague. On gagne plus. D'ailleurs, le dernier vainqueur français du Tour de France date de 1985, Bernard Hinault. Oh, quand même, donc ça date. Donc là, les organisateurs, vu que les coureurs français ne réussissent plus à gagner le Tour, fallait bien essayer de faire son audience audiovisuelle sur quelque chose d'autre. Donc on a mis le paysage. Comme ça, on a dit ça plaira aux femmes, ça plaira aux anciens, à tous ceux qui ne s'intéressent pas au cyclisme majoritairement. Mais c'est beau les paysages français. C'est très beau. Et finalement, ça a marché, puisque les audiences continuent à marcher, etc. Mais même au niveau des tracés des courses, on donne priorité dans les années 90 et dans les débuts des années 2000 à une certaine mémorialisation, si j'ose dire. Par exemple, en 1989, il y a plusieurs étapes qui reprennent des tracés de la Révolution française, des tracés de grands événements de la Révolution française. Okay. Quand un grand coureur cycliste ou un grand homme politique vient de mourir, dès l'édition suivante ou l'édition d'après, il y a une étape chez lui, dans sa ville, pour lui rendre hommage. Donc on pense maintenant les circuits en termes patrimoniaux. Aussi, voilà. Et il y a vraiment une idée comme ça qui s'est installée dans cette idée de rendre hommage. Et c'est aussi pour ça que, à défaut de gagner, on essayait de se remémorer l'époque où la France réussissait, voilà, la grande époque de grandes victoires, etc. Ça reste positif. Ça reste positif. Et ça dure jusqu'en 2010, où on voit à partir de 2010, on voit l'arrivée d'une nouvelle génération de coureurs français, très forts, de très bon niveau. Et on se remet à rêver d'un coureur français vainqueur du Tour. Et là, on arrive à une sorte de populisme sportif. C'est-à-dire que en 2019, par exemple, il y a eu un coureur français, Julien Alaphilippe, qui a porté pendant 14 jours le maillot jaune, 2 victoires d'étape, on pensait qu'il allait gagner le Tour. Il y a eu un mouvement populaire exceptionnel derrière, qui a redonné vie à un certain nationalisme sur le Tour de France. Et dans un sens aussi, les organisateurs, depuis 2014-2015, parce qu'en 2014, il y a eu 2 coureurs français sur le podium du Tour, ce qui n'était pas arrivé depuis 1997. Donc c'était un truc de fou. Hein.
Généralement, quand un coureur est sur le podium du Tour, dans son pays, il est considéré comme un dieu. C'est un dieu vivant, il n'y a pas mieux au-dessus. Mais à partir de cette époque-là, on essaye de faire un tracé qui est fait pour un coureur français. On essaye de faire tout ce qui est possible pour qu'un Français gagne le Tour. Bon, pour l'instant, ça n'a pas réussi, ça m'étonnerait que ça arrive un jour, tant qu'on n'a pas le grand champion, mais on essaye de se battre et les organisateurs font tout pour qu'un Français gagne. On essaye, mais bon. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, si je devais résumer un peu tout ça, le Tour de France entre 1919 et aujourd'hui, c'est une grande période sur 5 étapes. Finalement, on boucle la boucle. Un nationalisme local, puis un vrai nationalisme au niveau national, avec l'aide aussi du Parti communiste. Le Parti communiste a beaucoup utilisé le Tour de France en termes de propagande. Et finalement, le Tour de France a toujours usé de l'actualité pour se renouveler, pour influencer aussi, puisque le Tour de France a vraiment été influent sur certains grands moments. Et on boucle la boucle d'un nationalisme politique, d'une politisation nationaliste, au début des années 30. On retrouve une politique nationaliste aujourd'hui. Encore aujourd'hui, exactement. Ouais. Mais merci beaucoup, Alexandre, pour cette très bonne première chronique. Et si vous êtes intéressé par l'histoire du sport, je vous invite à réécouter notre spécial sur l'histoire du sport du 31 janvier 2020. C'est Alexandre Blier, Marie-Pierre Berthelet et Julien Lehoux qui a fait les 3 de très belles chroniques sur l'histoire du sport. Et on va aller en musique, Elliot? Alors oui, on va écouter Message to the Past de l'artiste Lee Paradise.
retour à Histoire de passer le temps. On va poursuivre l'émission là, en reculant un peu dans le temps avec une chronique de Véronique Lacroix. Donc aujourd'hui, tu nous parles de diplomatie internationale en Égypte antique. Oui, exactement. Donc, on fait un saut très, très, très loin dans le temps par rapport au Tour de France. Puis, j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui le sujet des relations diplomatiques à travers l'étude du corpus des lettres d'Amarna. Donc, je vais commencer par répondre à la question que probablement beaucoup d'entre vous se posent. C'est quoi ça? C'est quoi les lettres d'Amarna? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, les lettres d'Amarna, c'est un ensemble de missives qui ont été échangées entre les pharaons de l'époque amarnienne. Donc, on parle de Toutankhamon. Ça, je pense que tout le monde est correct avec ça. Tout le monde connaît Toutankhamon. On comprend le nom. Bon, parfait. Son père, son grand-père. Donc, on parle de ces pharaons-là et des échanges qu'ils ont eus avec certains rois et vassaux de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les lettres d'Amarna? Ben, c'est vraiment très simple, faut pas chercher trop loin. C'est parce qu'elles ont été découvertes à la ville solaire d'Amarna, qui avait été fondée par Akhenaton, exactement. Donc, on a découvert le stage de lettres-là, on s'est dit, tiens, on va les appeler les lettres d'Amarna. Voilà. Puis, question très simple aussi, là, les lettres en tant que telles, c'est quoi le matériel, en fait, que ça a? Ces lettres-là étaient faites sur des tablettes d'argile. Je sais que beaucoup vont s'imaginer des tablettes super énormes. Oui. Mais il faut pas oublier que ces tablettes-là devaient être transportées par des messagers et que ça prenait quand même un petit temps de marche là, pour se rendre de l'Égypte jusqu'aux villes anciennes. Alors, c'était vraiment très, très petit, très compact, très portable. Donc, voilà, ne pas s'imaginer d'immenses tablettes 1 mètre par 2 mètres. Parfait, là, j'ai le bon visuel maintenant. Parfait, super. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'examiner certains thèmes qui reviennent dans ces lettres-là. Certains thèmes qui vont, bien entendu, varier selon le rang social des personnes qui sont impliquées. Alors, je vous propose de commencer tout en haut de l'échelle sociale avec ce qu'on appelait les grands rois. C'est quoi exactement un grand roi à l'époque? C'est un souverain qui, en théorie, était sur le même pied d'égalité que le pharaon et va s'adresser à lui en l'appelant « mon frère ». Quand même. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis en théorie? En fait, c'est juste parce que si on allait rencontrer personnellement chaque souverain de ce temps-là et qu'on lui demandait s'il se considérait comme étant sur un pied d'égalité avec son correspondant diplomatique, ben il vous répondrait probablement que non, c'est lui qui est supérieur. Mais ça se met pas vraiment bien sur une lettre diplomatique, donc on s'en tenait à un concept théorique que les grands rois étaient égaux entre eux. On perd un peu l'aspect diplomatique, justement. Là, Exactement. Et petite question au niveau des grands rois. C'est des grands rois en fait, de quel territoire, en fait, qu'on pourrait dire aujourd'hui, là? Alors, si on se réfère aux temps anciens, on parlait surtout des rois des grandes puissances du temps. Donc, on avait bien entendu l'Égypte. On avait le roi du Mitanni, donc qui était vraiment plus, si on veut, nord-est de l'Égypte. On avait le roi du Hatti aussi, un petit peu plus haut encore que le Mitanni, où on avait le roi de Babylone, qui était aussi considéré un grand roi. Donc, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Babylone une fois dans sa vie. J'espère. Sinon, en tout cas, bref. Alors, j'ai décidé d'aborder 2 thèmes principaux avec vous de discussion qui se passaient entre les grands rois et les pharaons. Alors, on a les cadeaux et les mariages diplomatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Antiquité, l'échange de cadeaux, c'était vraiment le moyen par excellence pour prouver son amitié ou son lien de fidélité avec un autre roi. Mais on peut oublier les messages subtils de la politique moderne. On demandait carrément à l'autre qu'est-ce qu'on voulait. Alors, par exemple, on avait le roi de Babylone qui pouvait écrire au roi égyptien « Ah, ben moi j'ai besoin d'or. L'or dans ton pays, c'est comme de la poussière. T'en as tellement. Donc, envoie-moi de l'or pour que je puisse construire mes palais, puis mes temples. Puis moi, ben je vais t'envoyer ce que tu veux en retour. » OK, c'est très direct, là. C'est vraiment direct. Donc, on cherche pas à faire des petits messages subtils que ça serait bien d'envoyer de l'or. Non, on le demande carrément. Par contre, qui dit échange de cadeaux, dit aussi mécontentement. Donc, il arrivait aussi souvent que les attentes n'étaient pas atteintes. Et encore une fois, les rois se montraient vraiment pas gênés de dire qu'ils n'étaient pas contents des cadeaux reçus. Ce qu'il faut en fait savoir, c'est qu'il y avait vraiment une grande anxiété qui régnait à l'époque antique sur la reconnaissance du pouvoir
par son correspondant diplomatique. Alors, je donne un exemple. La raison principale que, encore une fois, notre cher roi de Babylone pourrait être offensé de ne pas avoir reçu assez d'or, c'est que probablement, il a entendu dire que son voisin avait reçu plus d'or que lui de la part du pharaon. Ah, là, c'est la comparaison. Là. Exactement. Donc là, il se dit, ouais, mais si ça vient à savoir que moi, j'ai reçu moins d'or, ben probablement qu'il va me considérer comme un roi qui lui est inférieur, puis moi, je veux pas ça. Alors, c'était vraiment... Des petites questions de réputation aussi. Exactement, une question de statut de réputation. C'est un peu comme si ton frère ou ta sœur reçoit plus de cadeaux que toi à Noël, t'es pas content. T'es un peu jaloux. Alors, le deuxième thème qui est discuté souvent dans les lettres, c'est les mariages diplomatiques. Donc, dans ce temps-là, on avait des alliances qui étaient créées avec l'échange de princesses et les mariages entre souverains et filles d'autres souverains. Quoique dans le cas de l'Égypte, c'était pas mal à sens unique. Donc, le pharaon n'hésitait pas à demander à d'autres rois de lui envoyer des princesses à marier, mais lui, il voulait pas trop leur envoyer des filles à marier en échange. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, ils voulaient vraiment pas? Ou... En fait, oui, c'était une question de culture, c'est une question de prestige. Donc, dans la tête des pharaons d'Égypte, leur pays était tellement prestigieux que leurs filles ne pouvaient pas quitter le pays pour s'abaisser à marier des gens qui étaient en dessous d'eux. Elle devait rester égyptienne, en fait. Exactement. Versus si on demandait au roi du Hatti ou de Babylone, pour eux, le prestige, c'était d'avoir tellement de filles qu'ils pouvaient en donner à tout le monde pour les envoyer, puis créer de nouvelles alliances. Donc, c'était vraiment une différence culturelle à l'époque. Et justement, on rentre dans une de mes lettres préférées, où le roi de Babylone se plaint au pharaon qu'il refuse de lui envoyer une fille à marier en échange de sa fille que lui va envoyer. Il propose donc un espèce de plan au pharaon. Il lui dit, écoute, si tu veux vraiment pas m'envoyer une de tes filles, fais juste m'envoyer une belle femme. On va dire que c'est ta fille. C'est pas nécessairement obligé d'être vrai. Personne va le savoir. Comme ça, moi, je vais être content. Je vais avoir ma belle femme à épouser. Puis toi, ben, t'auras pas besoin d'envoyer une de tes filles. Donc, au final, tout ce qu'il veut, c'est une femme qui est jolie. Exactement. C'est une belle femme à épouser qui est supposément princesse d'Égypte, mais... Ça, c'est pas trop important. Tant que tout le monde dit que c'est la princesse, si c'est vrai ou pas trop important. Donc, dans sa tête, c'est parfait comme plan. Tout le monde va être content, mais le pharaon refuse. À la déception du roi de Babylone. Donc, le roi de Babylone n'aura pas sa princesse égyptienne à épouser, malheureusement. Mais c'est vraiment intéressant, en fait, parce qu'on se rend compte que ces lettres-là nous permettent non seulement d'étudier des échanges diplomatiques, mais aussi... entre autres des relations, en fait, hommes-femmes, des perceptions qu'on a des femmes aussi à l'époque. Exactement. Donc, c'est malheureux à dire, mais les femmes, à cette époque-là, du moins les femmes étrangères ou les princesses, étaient probablement traitées davantage comme une marchandise que comme une femme, un être humain. Donc, c'était un moyen de créer des alliances, davantage qu'une femme. Très flatteur. Exactement, oui. Alors, maintenant qu'on a évoqué brièvement les sujets de conversation entre grand roi et pharaon, on va y aller avec l'échelle un petit peu en dessous, avec les vassaux. Donc, bien entendu, le pharaon devait aussi communiquer avec ses vassaux, mais les thèmes abordés sont légèrement différents. Donc, les lettres envoyées aux vassaux étaient principalement des demandes que le pharaon leur faisait. Bon, envoie-moi du bois, envoie-moi tel matériau, j'en ai besoin. Un peu désordre, dans le fond. Exactement, c'était pas mal désordre. Ou au contraire, on avait des supplications qui étaient envoyées au pharaon, des vassaux qui lui demandaient du renfort ou de l'aide militaire en cas d'invasion ennemie. Et c'est là que rentre mon personnage préféré des lettres d'Amarna, le fameux Rib-Ada. Donc, Rib-Ada, c'était qui? À l'époque, c'était le roi de Byblos, pour vous donner une idée, au Liban actuel. Et c'est, je dirais, l'ancêtre des harceleurs épistolaires modernes. Donc, Rib-Ada va carrément abuser du système diplomatique. Il va même envoyer parfois jusqu'à 9 réponses à une seule lettre de demande du pharaon. Ouf! En fait, il va écrire tellement de fois au pharaon, la majorité de ces fois étant pour se plaindre de quelque chose ou répondre qu'il lui est impossible d'accéder aux demandes du pharaon. Le pharaon, à un moment donné, il va littéralement se tanner, il va lui écrire une lettre pour lui demander d'arrêter de lui écrire. Ça suffit, il est plus capable de lire ses lettres. Est-ce que ça fonctionne?
Non, ça fonctionne pas, bien entendu. La demande polie ne fonctionne pas avec les harceleurs. Pour vous donner une idée, on a retrouvé un peu plus d'une 60aine de lettres écrites par le fameux Ribada, comparativement à 2-3 lettres par correspondant différent. Oh wow, c'est quand même une grande différence. Donc, exactement. Il y a vraiment un cas de harcèlement assez faramineux. En fait, le clou de la correspondance va être lorsque Ribada va envoyer plusieurs demandes pour avoir de l'assistance militaire suite à un soulèvement local, en mentionnant que c'est primordial pour lui d'avoir des troupes, le seul bon serviteur de Pharaon pour qu'il puisse défendre les terres d'Égypte. Bien entendu, le Pharaon, je sais même pas en fait s'il a ouvert les lettres en question, mais le Pharaon n'envoie pas d'aide militaire et le pauvre Ribada finit par devoir s'exiler où il va finir aussi par être assassiné. Quoi qu'on se doute que la nouvelle ait fait de la peine au Pharaon, qui devait même être soulagé de se voir débarrassé d'un correspondant aussi inlassable, ennuyeux et borderline harceleur, on va se le dire. Oui, parce que probablement que son successeur s'est calmé un peu. S'est calmé un peu. Probablement. Mais en tout cas, j'espère pour le Pharaon. Donc, écoutez, c'est déjà tout pour moi, pour ma chronique aujourd'hui. Je vous invite quand même à aller lire le corpus des lettres d'Amarna qui est disponible, donc écrit par William Moran notamment, qui a dirigé l'ouvrage. C'est quand même une lecture assez divertissante pour découvrir une diplomatie internationale qui était beaucoup plus simple et probablement beaucoup plus amusante que ce qu'on pourrait considérer la politique de nos jours. Question, à l'époque, on écrit dans quelle langue au niveau diplomatique? Au niveau diplomatique, on a l'écriture cunéiforme, on a l'acadien, qui est qu'on pourrait dire qui est parlé par une majorité de correspondants et de pays. Donc, on écrit en cunéiforme, parce qu'on s'imagine que si on écrivait en hiéroglyphique, ça pourrait prendre du temps. Et une langue commune était surtout l'acadien. OK, donc la majorité des lettres d'Amarna vont être en acadien? Exactement. Et autre question comme ça, là, est-ce que on a vu qu'on peut parler de diplomatie, on peut parler de relations entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, qui sont abordées, en fait, qu'on peut retrouver dans ces lettres-là d'Amarna? En fait, la majorité qu'on a, c'est des missives de nature commerciale, donc des demandes d'échange de cadeaux ou d'ordre quand on a affaire à un vassal plutôt, je dirais. Donc, envoie-moi du bois, qui est un matériel qui n'est pas nécessairement disponible en Égypte. Donc, le pharaon écrivait, envoie-moi du bois, j'ai besoin de bois, ou je t'ai envoyé des troupes militaires, ou justement d'autres personnes qui lui envoyaient, j'ai besoin de troupes militaires, j'ai besoin de renforts à ma garnison. Donc, c'était vraiment des demandes de nature commerciale, militaire ou politique. Ça me donne quand même une idée, en fait, de la situation qu'on peut avoir au niveau militaire dans certains territoires à ce moment-là, j'imagine? Oui, okay. Exactement. Donc, pour revenir à notre fameux Ribada, il y a vraiment eu un soulèvement local au moment où est-ce qu'il y écrivait, et il y a vraiment eu quelqu'un qui l'a forcé à s'exiler en dehors de Byblos. Donc, ça doit être des sources en ce moment qui doivent être assez étudiées, en fait, par les égyptologues, j'imagine? Oui, c'est c'est un corpus de sources très populaire qui nous aide à comprendre comment est-ce que la politique internationale se faisait à cette époque-là et comment est-ce qu'on gérait différents problèmes ou relations internationales. Puis nous, comme non-égyptologues, est-ce qu'on peut les voir à quelque part, ces sources-là? Oui, certainement. Donc, elles sont dispersées dans quelques musées. Donc, principalement, on en a au Musée du Caire en Égypte. Je suis quand même contente que tu dises principalement au Musée du Caire. On sait avec les sources antiques que des fois, ils sont pas principalement dans leur pays d'origine. Malheureusement. Et on en a au Musée du Louvre également. On en a des petits exemplaires dans différents musées un peu partout à travers l'Europe, notamment en Allemagne aussi. Oui, en Allemagne, on a beaucoup de sources égyptiennes. Exactement. Mais Musée du Louvre, Musée du Caire. British Museum, peut-être? Probablement, oui. Probablement, ils ont quand même une bonne collection antique. Français, anglais puis allemand, principalement au niveau de l'archéologie égyptienne. C'était pas mal les... donc, c'est là qu'on peut aller voir ces tablettes-là. Les précurseurs, si on veut, de l'égyptologie. Donc, voilà. Ben, super. Merci beaucoup, en fait, pour ta très bonne chronique. J'aime ça, des chroniques sur des sources en particulier. Ça nous fait découvrir un peu notre travail d'historien. Et si vous avez, en fait, aimé cette émission,
cette chronique-là, je vous propose d'aller écouter l'émission spéciale sur l'héritage, en fait, de l'Antiquité, qui était une discussion là, qui regroupait Magalue Lagumaltais, Perrine Poiron, Isabelle Dufour et Guillaume Cellier. Et ça a eu lieu quand même un bon moment. Ça a eu lieu le 14 septembre 2018. Voilà la pause. Oui, on va partir du coup en musique avec Le bruit de tes eaux de Antoine Corriveau. Ils sont des deux par endroits. Sors autrement, solide et étroit. À maman, si tu les veux, tu les peins. Tu les tapes l'un sur l'autre et le bruit, mon amour, le bruit. Nos deux corps feront la même mélodie. Teinte le son de la gravelle tout au long de la carrosserie et endommage la peinture petit à petit. Regarde mes os, ma peau, elle est si fine qu'on les voit. Tendus prêts à la fendre, ils sont encore droits. Fragiles et portants, les cicatrices des fractures. À maman, si tu peux, tu les peins. Tu les accroches à la voiture et le bruit, mon amour, le bruit. Nos deux corps feront la même mélodie. Teinte le son de la gravelle tout au long de la carrosserie et endommage la peinture petit à petit. On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va terminer la saison avec un sujet joyeux, oui. avec Joanie Daigneault. T'as choisi aujourd'hui de nous parler de cadavres, carrément. Rien de moins que de parler de cadavres. Un petit sujet festif, pour débuter le temps des fêtes. En fait, je vais vous parler d'un phénomène 2020. Qui est relativement peu connu, je pense, là, qui s'est développé vers le milieu du 19e siècle à Montréal, mais aussi simultanément dans plusieurs autres grandes villes occidentales. Le vol de cadavres dans les cimetières par ceux qu'on a appelés assez poétiquement, je trouve, des résurrectionnistes. Wow, ok, donc, quand même, là, on a le vol de cadavres. Le vol de cadavres, rien de moins. Je vais d'abord situer le phénomène pour vous dans son contexte. Le 19e siècle, c'est une époque où il y a des grands progrès là, dans le domaine de la médecine. C'est notamment l'époque où on va rompre avec les bonnes vieilles théories qui dominaient la médecine depuis l'Antiquité, comme la théorie des miasmes et la théorie des humeurs là, également. Si vous très efficace, hein? Oui, qui était plus ou moins efficace puis qui a amené des traitements là, problématiques à travers les temps, entre autres la saignée, qui a été le traitement pour tout, là, pour toutes les maladies pendant le Moyen-Âge et pendant les temps modernes, parce qu'essentiellement, on croyait que la maladie était causée par un déséquilibre entre les différents liquides qui se trouvent dans le corps qu'on appelait les humeurs. À commencer par le sang, on pensait que le cœur produisait du sang puis qu'éventuellement il s'accumulait trop de sang dans le corps. Donc fallait le vider. Nécessairement. Périodiquement, on devait faire des saignées. On peut supposer que ça a amené certaines tragédies quand on saignait par exemple des personnes qui avaient eu des hémorragies. Donc ça peut amener des situations problématiques. Mais éventuellement, donc au 19e siècle, on a eu une meilleure connaissance du fonctionnement du système circulatoire. Ça nous a permis de mettre fin à cette pratique qui est
qui pouvaient être dangereuses. Problématique. Et c'est aussi l'époque où on découvre les germes, les bactéries. Ça vient discréditer la théorie des miasmes, où on croyait que, en fait, c'était l'air qui était vicié puis qui transmettait les maladies. Ça va révolutionner, bien sûr, notre façon de comprendre la maladie et surtout de s'en prémunir. Et ça va aussi amener une certaine phobie des germes. Faut penser à l'ère victorienne comme une époque où on lavait frénétiquement les maisons avec des produits parfois hautement toxiques pour les désinfecter. OK, donc on était dans les autres problèmes, là. Ben, c'est ça, c'est parce que tout à coup, là, on avait découvert soudainement qu'il y avait ces germes invisibles partout, donc ça nous a un peu perturbé de découvrir ça, et donc les gens se sont mis à utiliser des produits vraiment toxiques, qui ont d'ailleurs causé des empoisonnements involontaires dans plusieurs cas, là. Et aussi, on s'est mis à avoir peur des mouches. Il y a eu une espèce de chasse frénétique aux mouches qu'on a eue, parce qu'on craignait que les mouches puissent transmettre ces fameux germes invisibles-là. Et spécifiquement les mouches plus que d'autres insectes. Oui, c'est vraiment un phénomène du 19e siècle, la phobie de la mouche dans la maison. Et également, ça va aller plus loin. Là, il y a des gens qui vont avoir peur de donner de l'affection à leurs enfants, de prendre leurs enfants dans leurs bras, parce qu'on a peur d'être contaminé. Donc, ça va aller très, très loin. Là. L'effet sur l'imaginaire de la découverte des germes et des bactéries. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les progrès dans le domaine, de la chirurgie, parce que le 19e siècle, c'est une époque où on va connaître là, vraiment des progrès considérables dans cette discipline-là. Comment c'est plus efficace un peu? Oui, en fait, c'est qu'on découvre des principes qui révolutionnent la chirurgie, comme l'asepsie, le principe de désinfecter les instruments, les lieux. Ben oui, ça a l'air de rien, mais ça a été long à acquérir dans l'histoire de la médecine. Juste le principe de se laver les mains entre les patients, ça va. Et ça doit faire une très grosse différence. Oui, puis il y a des médecins qui se sont fermement opposés à ça. Là. Il y a eu des débats de médecins au 19e siècle, il y en a qui voulaient rien savoir de se laver les mains. Donc ça a pris du temps dans notre histoire avant de comprendre ça. C'est aussi l'époque où on développe les antibiotiques qui évidemment permettent de lutter contre les infections après une chirurgie, c'est souvent utile. Et l'anesthésie, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi l'anesthésie améliorait la situation des gens qui devaient vivre une chirurgie. Donc tout ça augmente grandement les chances de réussite des interventions chirurgicales. Et pour améliorer les connaissances sur l'anatomie humaine et donc par extension là en chirurgie, les facultés de médecine vont se mettre à pratiquer abondamment la dissection sur les cadavres à cette époque-là. Oui, donc on doit pouvoir se pratiquer. Oui, voilà, tout à fait. C'est pas une nouveauté du 19e siècle. On a disséqué des cadavres un peu tout le long de l'histoire, là, mais ça va se généraliser et se professionnaliser au 19e siècle. Ça va devenir une partie intrinsèque là, de la formation médicale. Et on peut dire là, vraiment que dans l'histoire de la médecine, il y a eu énormément de progrès qui ont été issus de ces dissections-là. On pourrait même dire que en fait, la médecine occidentale s'est construite autour des dissections de cadavres. Et là, au 19e siècle toujours, c'est l'époque où sont fondées les premières facultés de médecine au Québec et que le métier de médecin se professionnalise. Donc, le titre de médecin devient rigoureusement contrôlé, encadré et la formation s'uniformise. C'est longtemps l'université McGill à Montréal, là, qui va détenir le monopole de l'enseignement de la médecine avec sa faculté qui est fondée en 1823. Donc, les médecins qu'on avait à Montréal étaient anglophones automatiquement? Pour l'essentiel, effectivement, ça va créer une espèce de chasse gardée là, de la médecine pour les anglophones, quoique dans chaque cohorte, il y avait quelques francophones qui étaient éduqués, qui parlaient anglais, qui se glissaient. Mais oui, c'était majoritairement une profession d'anglophone. À Québec, 22 ans plus tard, l'Université Laval va créer sa faculté de médecine, donc en 1845. Mais pour les francophones de Montréal, il faudra attendre 1878 là, pour avoir la possibilité d'être formé en médecine à Montréal, à l'Université de Montréal qui est créée là, cette année-là, presque 50 ans après celle de McGill. C'est intéressant aussi de noter que c'est l'époque où la profession médicale devient associée à une élite sociale bourgeoise et devient un métier qui est particulièrement respecté socialement, comme c'est le cas là, aujourd'hui. C'est prestigieux, là. C'est un métier prestigieux, puis on pourrait réfléchir, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi, parmi tous les métiers du monde, c'est le métier de médecin qui va obtenir cette espèce de proéminence sociale-là qu'elle a aujourd'hui. J'ai pas la réponse. Mais parce qu'avant ça, le médecin avait pas cette réputation-là. Non, pas spécialement. C'était pas une carrière qui était nécessairement auréolée là, de gloire, qui venait avec un salaire incroyable. C'était un métier qui était assez rare en dehors des grandes villes puis des milieux de l'élite et tout ça. En campagne, les gens n'avaient pas beaucoup accès à la médecine avant le 19e siècle, justement. Mais bref, je peux pas répondre à la question de pourquoi il y a un changement de mœurs et de valeurs à ce moment-là à propos de la formation et de la profession de médecin. Mais on sait que ça se passe à ce moment-là. Ça se passe à ce moment-là, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans l'histoire. Il se passe beaucoup de choses au 19e siècle.
Donc, je reviens à ma dissection de cadavres, là, notre sujet principal. On forme des étudiants en médecine en utilisant la dissection de cadavres, mais le problème, c'est qu'on a toutes les misères du monde à approvisionner les facultés de médecine en cadavres à disséquer à cause du contexte légal de l'époque. Donc, avant 1843, il y avait seulement les condamnés à mort qui pouvaient légalement être disséqués par les facultés de médecine. On ne devait pas en avoir tant que ça. Non, il n'y avait pas pléthore de condamnés à mort au Canada au 19e siècle. Selon les données que j'ai pu trouver, ce serait peut-être en moyenne 6 condamnés à mort par année, ce qui est quand même pas rien. Au Canada complet? Au Canada au complet à l'époque. Mais c'est peu là pour approvisionner les facultés de médecine quand on considère le fait que tous les étudiants de médecine devaient accumuler un certain nombre d'heures de dissection pour obtenir leur licence. C'était un prérequis. Ben, je comprends. Pour obtenir leur licence, ouais. Et en conséquent, donc, de tout ça, la pénurie de cadavres, mais le besoin de disséquer des cadavres afin d'avoir sa licence de médecine, la réponse, ça va être le trafic de cadavres, donc le vol de cadavres dans les cimetières. Et ce qui est intéressant dans tout ça, en fait, c'est que c'est les étudiants eux-mêmes qui vont se charger d'aller chercher les cadavres qu'ils doivent disséquer par la suite. C'est d'autres types de jobs étudiantes à l'époque. C'est ailleurs, c'est différent. Ça va devenir en fait tellement commun que ça va presque devenir un rite de passage pour les étudiants de médecine. Ils se mettent en gang, ils s'enivrent, puis ils descendent dans les caveaux de cimetière ensemble. Comme une initiation, effectivement. Mais avec un petit peu d'alcool, ça aide parce que c'est quand même un peu macabre comme occupation. Oui. Surtout à une époque qui est quand même religieuse. Et les cimetières qui vont être les plus prisés, les plus visés, c'est les cimetières du Mont-Royal et de Notre-Dame-des-Neiges qui sont à proximité de l'université McGill, qui sont à flanc du Mont-Royal. Et ça va être particulièrement en fait Notre-Dame-des-Neiges qui va être le plus visité, si on veut, par ces résurrectionnistes-là, parce que c'est un cimetière qui est francophone et catholique, alors que les étudiants de McGill sont essentiellement protestants et anglophones. On se garde quand même à l'aise d'aller déterrer les morts des autres. C'est ça, on se garde une petite gêne quand même, là, face à aller justement, profaner nos propres cimetières. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des corps qui ont été volés, qu'on s'est rendu compte par la suite que c'était quelqu'un de la famille d'un des étudiants. Donc on essayait d'éviter ça également. Et la saison qui est privilégiée pour le vol de cadavres, c'est en ce moment, c'est l'hiver, c'est là qu'on agirait. On est en plein dedans. On est en plein dedans, quoi qu'il n'y a pas beaucoup de neige, à Montréal. Moi, j'arrive de Québec aujourd'hui, puis il y a de la neige, à Québec, mais pas ici. Parce que le principe, c'est que la neige permettait en fait d'utiliser des traîneaux pour descendre les cadavres le long du Mont-Royal, oui. C'est quand même une image assez étonnante. Toute une image, là. Mais il y a aussi d'autres raisons, là. Il y a le fait que l'hiver, au Québec, on n'enterre pas les cadavres tout de suite parce que le sol est gelé et donc ça permettait d'éviter d'avoir à déterrer des cadavres qui étaient déjà en état de décomposition. Au lieu de ça, on pouvait aller dans les caveaux où étaient entreposés les cadavres en attendant. Et aussi que l'été, à grosse chaleur, le corps déterré devait c'est ça. C'est un enjeu qui est important parce que le but, c'est de disséquer. On a besoin que les organes soient encore en état. Donc, on préférait les cadavres bien frais, gardés au frais pendant l'hiver. Et donc, voilà, on les attachait sur des traînées et on dévalait le Mont-Royal avec quelques cadavres à ramener à l'université McGill. J'imagine qu'on faisait ça de nuit. Oui, voilà, de nuit. On y allait de nuit. On pouvait soudoyer le gardien du cimetière et on allait détrousser les cadavres comme ça. Et les sources d'époque nous laissent des descriptions là, qui sont assez étonnantes de ces jeunes hommes-là qui dévalent le Mont-Royal sur des luges. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça avait un peu indigné la population. J'imagine. Ça avait défrayé les manchettes, tout à fait. J'ai lu une histoire particulièrement saisissante où il y a un groupe de résurrectionnistes qui avait perdu un cadavre en chemin. Donc, un cadavre qui s'était détaché, qui s'était retrouvé en plein centre-ville de Montréal, nu, avec une corde autour du cou. Alors, évidemment, ça a fait la une des journaux le lendemain. Pardon? C'est surprenant, en fait. Oui, c'est surprenant, voilà. Et la population de Montréal est indignée. La population de Montréal est très au courant de l'existence de ce trafic de cadavres-là. Et ça crée beaucoup d'indignation. Et les étudiants de médecine se sont forgés une bien mauvaise réputation, là. Mais le clergé va être indigné aussi. Voilà, en fait, c'est qu'on vit à une époque qui est très religieuse, qui est quand même marquée. C'est une contradiction du 19e siècle, à la fois des grands progrès en sciences, mais aussi un esprit de religion, puis l'Église en particulier. Encore très, très présent, oui. Très, très présent. Et l'Église s'oppose aux dissections de cadavres, s'oppose à profaner le corps même après la mort. Et donc, on a, ces oppositions-là qui viennent de la société. Et il faut dire que la loi, par contre, ne punissait pas le vol de cadavres. On
punissait les gens qui volaient des objets dans le tombeau, par exemple les vêtements ou les bijoux, peu importe les choses avec lesquelles la personne aurait été enterrée. Donc au niveau matériel, on punissait. Ça, il faut avoir des poursuites à ce niveau-là. Mais pour ce qui est du corps en tant que tel, il n'y avait pas d'existence légale et donc il n'y avait pas de poursuite en général qui était faite pour le vol de cadavre en lui-même. Et c'est pourquoi les voleurs de cadavres laissaient les objets dans le cercueil, déshabillaient le cadavre et partaient seulement avec le corps parce qu'ils connaissaient la situation légale. Là, ouais. Et comme on disait, donc il y a une grande désapprobation sociale, l'Église s'oppose et les gens aussi vont s'organiser pour essayer de se prémunir contre ce phénomène-là. Ils vont cadenasser les tombeaux, ils vont faire des tournées de surveillance dans les cimetières. Et d'ailleurs, c'est encore très visible. Aujourd'hui, je sais pas si vous allez parfois prendre des marches dans les cimetières du 19e siècle. J'essaie d'éviter. Moi, non. En voyage, j'adore aller visiter les anciens cimetières. Mais on voit vraiment les traces de ça, là, des cadenas, des grillages et tout ça, parce qu'on essaie de se prémunir contre le vol de cadavres qui était bien connu à cette époque-là. Est-ce que ça fonctionnait assez bien comme technique? Ou... Non, pas vraiment. Non. Ça va pas endiguer le phénomène. En fait, on va se mettre à faire pression, sur le gouvernement afin que le gouvernement change la loi et modifie la loi pour endiguer la problématique. Et ça va être en 1800, par contre, 43, qu'on va avoir la première loi d'anatomie où l'Assemblée législative du Canada uni va demander aux hôpitaux de céder les corps non réclamés aux facultés de médecine pour que les futurs médecins puissent les disséquer. Donc, que les étudiants arrêtent de voler des corps. Voilà, trouver une solution légale. Et la solution qu'on trouve, c'est que les corps non réclamés devraient être donnés aux facultés de médecine. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça crée le concept de corps non réclamés qui soudainement appartiennent à l'État et peuvent être confiés à la science, comme on le dirait aujourd'hui. Oui. Et ça vient un peu dans l'esprit que de l'époque est un peu utilitariste, qui se disait que c'était des pauvres qui ont bénéficié des largesses de l'État, ils ont été soignés par des hôpitaux financés par l'État, et en échange, donc, c'est juste légitime qu'on leur demande que leur corps soit utilisé. Donc, ils devraient donner à l'État même dans la mort. On redonne après la mort, justement. Toute la société va bénéficier des découvertes qui vont être faites à partir de leur corps. La loi va pas régler le problème parce que l'Église va quand même s'opposer à confier les cadavres des gens qui sont morts dans leurs établissements. Oui, parce que l'Église est très présente dans les hôpitaux à l'époque. À Montréal, il y a seulement l'hôpital général qui est laïque, en fait, qui est pas sous le contrôle de l'Église. Et donc, toutes les autres hôpitaux vont refuser de confier leurs cadavres aux facultés de médecine parce qu'on est contre. On est contre la dissection. Et on est également contre l'idée que les gens pauvres doivent être sacrifiés comme ça, alors que les gens riches peuvent avoir des sépultures décentes. Donc, c'est quelque chose qui dérange l'Église. C'est cette idée-là que ce serait juste les pauvres, en fait, qui seraient... Voilà. C'est un peu l'idée que les bourgeois s'étaient opposés à ce qu'on dévalise leurs tombeaux, puis en conséquent, on va aller chercher les corps des pauvres là, pour compenser pour ce manque-là. Donc, ça dérangeait l'Église. Et c'est une époque où, en fait, le vol de cadavres commence à aller un petit peu plus loin. Il va y avoir, en fait, des meurtres qui vont être causés Et là, on n'est plus dans le vol de cadavres, dans la création de cadavres. Dans la création de cadavres, c'était pour régler le problème de la décomposition, souvent, là, quand on allait déterrer des cadavres. On veut le plus frais possible. Voilà. C'est vraiment morbide. Oui, voilà, c'est un bon sujet de Noël, je trouvais. Et d'ailleurs, en Écosse, il y avait eu une histoire qui avait glacé le sang du monde entier. Il y avait un homme appelé William Burke qui avait été pendu pour avoir assassiné une série de personnes dans le but de revendre leur corps à la faculté de médecine d'Édimbourg. Et d'ailleurs, il y a un terme qui est inventé, qui est passé dans le langage courant, qui s'appelait le burking, à partir de son nom, là, qui signifiait assassiner quelqu'un silencieusement par étouffement, parce que c'était sa méthode de prédilection pour protéger les organes. Là. Pour conserver le corps sans trace. Mon Dieu. Donc, finalement, ce qui va régler le problème du trafic d'organes, c'est en 1883, lorsqu'un étudiant de médecine va être traîné dans les tribunaux pour une profanation de tombeau. Et ça va amener une levée de bouclier dans les facultés de médecine. On va s'organiser pour résister finalement à cette accusation-là. Et on va mettre beaucoup de pression au gouvernement pour que le gouvernement change la loi pour obliger les hôpitaux à vraiment céder les corps des indigents. La loi s'est bien appliquée à ce moment-là. Oui, et c'est à partir de ce changement de loi-là qui survient quelques semaines après le procès de cet étudiant-là qu'on va voir le problème se régler finalement parce qu'il va y avoir des sanctions plus importantes là, qui vont être mises de l'avant face aux hôpitaux qui refusent de céder les corps. Donc c'est en 1883 que le phénomène disparaît à cause de ça. Et donc ça enraye le phénomène des résurrectionnistes et ça officialise le concept des corps non réclamés donnés à la science. Et on voit une évolution des mœurs, je suppose. On n'est plus choqué comme avant par la dissection. Oui. L'Église lâche prise là-dessus. La société accepte le fait que ces corps-là vont maintenant être utilisés pour la dissection. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui?
C'est-à-dire... Les corps non réclamés. Ça arrive, effectivement. On utilise parfois les corps non réclamés. Il y a des gens qui peuvent aussi offrir leur corps à la science de nos jours. Mais effectivement, j'ai su que dans les universités américaines, on utilisait beaucoup les corps des indigents, justement, qui n'étaient pas réclamés pour faire les dissections. Dans les cours de médecine, parce que dans les cours de médecine, encore en faire, c'est ça. Ils en font encore, mais apparemment que les autopsies, tout ça, il y en a beaucoup moins qu'avant. On ouvre beaucoup moins les corps inutilement qu'on le faisait avant parce qu'on a d'autres moyens de pouvoir étudier le corps. Ouais. Mais effectivement, les étudiants de médecine ont encore accès à encore besoin de la dissection pour apprendre dans bien des cas. Wow, ben c'était vraiment Joyeux Noël! Joyeux Noël! Une très bonne chronique. Et pour continuer un peu dans le sujet de la mort, donc je vous suggère la chronique du 26 octobre 2018 par Jérémy Saint-Louis, qui avait abordé le rapport à la mort au Canada au 18e et 19e siècle. Ah, très intéressant. Il y a sûrement un lien entre les deux sujets. En fait. Ben oui, il y a un lien. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Elliot à la régie, merci. Merci à nos chroniqueuses, chroniqueurs, donc Alexandre, Véronique, Joanie. Je veux remercier également tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont été là tout au long de la saison. Remercie également Julien, Charles, Elliot à la régie qui nous ont beaucoup aidés tout au long de la session. À l'animation, Elliot, Joël aussi qui est venu. Merci à vous. Et bien, pour occuper vos vacances, on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Je souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde. On va se revoir le 15 janvier. C'est la prochaine émission d'Histoire de passer le temps.